Allez, donc le déplacement au niveau de la pelle, là. Donc tout se passe ici au niveau du timon. Donc pour la marche avant, marche arrière. Donc on actionne par rapport à la poignée. La vitesse va être proportionnelle à la pression qu'on exerce sur la poignée et proportionnelle également par rapport au régime moteur. Donc ce qu'on trouve ici, c'est le pommeau anti-écrasement, c'est-à-dire que vous reculez, vous êtes contre un mur, un obstacle, quoi que ce soit, ça vous fait relâcher la poignée de translation arrière et elle va vous donner une impulsion en avant, sachant que vous risquez pas bien grand-chose, étant donné que vous avez un timon qui est flottant. Commande de correcteur de niveau. Donc vous pouvez incliner votre machine à droite comme à gauche. Donc la commande se passe ici par l'interrupteur. Voie variable, donc vous élargissez ou écartez, donc rétrécissez votre voie avant, donc les deux pneus avant, indépendamment du pneu gauche et du pneu droit. Donc on se trouve ici sur le pneu gauche, donc le châssis étant symbolisé par rapport à la barre, le pneu à gauche de la barre, donc on est sur le pneu gauche, j'appuie ici, je sors mon pneu, j'appuie là, je rentre mon pneu. Ici on se trouve donc sur le pneu avant droit, donc là c'est l'inverse, le pneu se trouve donc à droite de la barre, je sors mon pneu, je rentre mon pneu. Donc ça c'est une manœuvre qu'on va faire en translation. Donc sur un terrain enrobé béton, en statique, sur du gazon, sur du gravillon. Plus bas au niveau du timon, on va trouver une vanne qui nous permet de gérer la vitesse de translation. Donc on va avoir deux vitesses, une vitesse rapide, une vitesse lente. Donc la fameuse vanne. Donc j'ouvre la patte effectivement pour qu'on ait une meilleure visibilité sur cette vanne. Tortue ou lièvre. Donc la différence en tortue, on va avoir les trois moteurs qui vont être entraînés. Les trois roues vont être entraînées donc, par un moteur hydraulique. Vitesse rapide, uniquement le moteur arrière. Voilà, une fois que vous êtes en lieu et place, donc il va falloir stabiliser votre pelle. Avant de pouvoir travailler et monter dans la tourelle, obligatoirement, on va déployer les pattes. Donc on a un système, on a une possibilité donc de régler l'orientation de la patte par un système là d'excentrique, avec une clé qui se trouve donc, sous le timon. Donc je viens récupérer ma clé. Je déverrouille mon excentrique avec cette clé. Donc on est sur un système de denture, crantage fin. Donc chaque position, chaque denture correspond à une position. De manière à avoir une finesse effectivement par rapport à l'orientation de cette patte, de manière à se placer donc entre les monuments. On verrouille. Deuxième réglage, la rallonge. Donc on va chercher le point d'appui le plus loin possible, dans la mesure de l'encombrement qu'on va avoir. Et le troisième réglage, donc c'est le vérin qui va le faire. Donc là, il faut que le moteur donc, soit allumé. Et on va actionner donc l'hydraulique par le biais du distributeur. Donc vous avez un distributeur par patte. Le repère est ici, c'est le principe d'une gazinière. Hein. Donc là, on est sur la patte arrière gauche, avant droite, arrière droite. Donc pour le moment, on est sur un emplacement dégagé. Donc on va stabiliser notre pelle au maximum. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir les quatre pattes en diagonale de notre châssis et ouvert au maximum avec la rallonge. Voilà, donc le principe en cimetière quand il va y avoir des monuments, c'est de déployer une patte après l'autre, de manière à l'avoir en visuel. Donc première patte, je vérifie que je touche aucun monument. La deuxième. On a une possibilité également d'orienter notre patin si on se trouve entre des semelles. Et ensuite, on va déployer, lever la machine deux pattes en même temps.
c'est-à-dire les deux avant, deux arrière. Donc le but c'est de décoller les deux roues avant du sol. C'est pas de la mettre à 1 mètre de haut. On a un capteur au niveau de l'essieu avant, c'est de décoller les deux roues avant donc du sol. Et ensuite de vérifier que la pelle soit à niveau. Pour ça on a une bulle de niveau qui se trouve juste là. Donc on va rectifier le niveau. Voilà. De vérifier également que ma pelle repose bien sur 4 points d'appui. Donc là en l'occurrence, la machine peut très bien reposer que sur 3 points d'appui, c'est de vérifier que j'ai les 4 pattes qui reposent bien au sol. Allez, on va reprendre un petit peu la mise en place de la machine. Donc comme dit, là on est sur un endroit qui est dégagé. En cimetière, ça va être complètement différent. Donc on va avoir des monuments qui se trouvent un petit peu partout. Donc c'est de pouvoir régler l'orientation des pattes différemment. C'est de comprendre effectivement la mise en place de cette machine. C'est-à-dire qu'il va me falloir 2 points d'appui. Un point d'appui par rapport au point de creusement et un deuxième par rapport au point de déversement. Voilà. Donc pour cela, vous avez une amplitude de réglage de la patte. Cette amplitude va d'ici, donc pour la patte arrière, que ce soit le côté gauche comme le côté droit, jusque là. Donc je peux très bien positionner effectivement la patte de cette manière. Par contre, ce qu'il va falloir bien comprendre, si je positionne donc la patte là-bas, c'est que j'ai des monuments ici. En aucun cas, avec mon godet, mon bras, je vais venir me positionner ici. Parce que là, je n'ai pas de point d'appui au sol. Voilà, donc là, on va s'autoriser un rayon d'action qui va grosso modo aller, donc d'ici, on va faire tout le tour. Donc tout le tour pour revenir jusque là. Et on va s'interdire effectivement ce rayon d'action. Donc on peut faire exactement la même chose avec cette patte. À l'avant, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'on a les deux roues à l'avant qui vont me gêner. Je ne vais pas pouvoir placer ma patte en parallèle du châssis comme je l'ai fait là. Là, j'ai une roue donc, qui est centrale. Devant, je ne peux pas faire la même chose. Donc ça, l'importance aussi pour l'opérateur, c'est de savoir par rapport à son chantier s'il rentre dans l'allée de cimetière en marche avant ou en marche arrière. Donc ça a une importance. Donc le conseil qu'on va donner, c'est que avant de décharger la pelle de la remorque, c'est de venir étudier son chantier. C'est pas de venir bêtement avec sa machine en lieu et place, c'est de se dire mince, j'aurais mieux fait de venir en marche arrière ou en marche avant. Donc une fois que vous avez étudié votre chantier dans l'intégralité, donc c'est de savoir de quelle manière je viens, à quel endroit je vais positionner la pelle, à quel endroit je vais positionner mes pattes. Donc point A par rapport au point de creusement, point B par rapport au point de déversement. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça en tête, effectivement, là on prend la pelle et on l'achemine en lieu et place. Voilà, donc pour les 2 premières étapes, donc tout ce qui est transstation, tout ce qui est mise en place. Maintenant on va voir au niveau de la cabine. Donc on est sur une commande piano, on n'est pas sur une commande joystick. Pourquoi? Parce qu'on est sur un engin de levage, donc on a besoin d'une précision pour le levage. La précision, on va l'avoir par le biais d'une commande piano. C'est le même principe qu'un camion grue. On a une commande piano pour exactement les mêmes raisons. Donc au début, c'est une petite habitude, une prise en main à avoir. Donc l'importance pour l'opérateur qui débute sur la boquille, c'est qu'une main gère les 3 commandes de gauche, la main droite, les 3 commandes de droite. On va éviter de commencer à croiser, ça sera beaucoup plus simple. À savoir que les 2 commandes qu'on utilise le plus souvent sont les 2 commandes du milieu, qui correspondent à la levée-descente de la flèche, donc le premier bras, et à l'ouverture-fermeture du godet. Pour aider l'opérateur, on va avoir un autocollant qui va lui permettre de repérer effectivement ces mouvements. Les 2 suivants, levée-descente du balancier, le deuxième bras, rotation de tourelle, et les options qui sont aux extrémités, qu'on va utiliser le moins souvent, qui correspondent à la rentrée-sortie du télescope et à l'orientation du godet.
On va le tourner d'un premier cran, on va voir la pompe à gasoil qui se met en route. Donc ce bruit qu'on entend ici, c'est normal. Deuxième cran, il va falloir que je maintienne le contacteur à clé. Je vais avoir le préchauffage, donc le témoin se trouvant ici. Donc le matin, on va attendre effectivement la fin du préchauffage avant de démarrer. Sur le tableau de bord digital, vous allez trouver le niveau du réservoir à gasoil, donc ici, par le principe d'un bar graphe, qui va s'évider au fur et à mesure effectivement que le réservoir se vide. Les heures, donc la machine a actuellement 2h80, et les tours minutes sur le dessus. On va pouvoir changer de menu par le biais du petit bouton qui se trouve là, où on va voir la température de l'eau. Je rappuie sur le menu, je reviens donc sur la jauge à gasoil. Les deux boutons qu'on trouve là, le klaxon et un bouton pour pouvoir chanter le capteur d'essuie avant, qui lui donc permet de savoir si la machine est stabilisée ou pas, qui va m'autoriser l'hydraulique au niveau de la tourelle. À un moment donné, j'ai besoin de chanter effectivement ce capteur, c'est lorsqu'on va arrimer la pelle sur la remorque. Donc celui-ci, on y reviendra un peu plus tard. Régime moteur. Un élément important sur la boquille, donc l'axe de verrouillage de tourelle, que je vais enlever uniquement à partir du moment où la machine est stabilisée. À partir du moment où je vais monter effectivement sur le siège pour commencer effectivement à travailler, donc aller en rotation avec le bras. Aujourd'hui, on a un capteur qui détecte effectivement que cet axe est positionné, qui va rappeler effectivement à l'opérateur qu'il est en lieu et place. Sur les anciens modèles, on n'en avait pas. Organe de sécurité également, qui permet effectivement à l'opérateur de savoir qu'il y a bien les jambes qui sont à l'intérieur de la cabine, évitant effectivement à l'opérateur de se faire coincer entre la tourelle et une patte. Aujourd'hui, sur ce modèle de machine, on a un capteur qui nous donne donc la validité du poste de travail qui se trouve là. Sur les anciens modèles, on avait un capteur de siège. Donc c'est cette cellule qui détecte que l'opérateur est assis sur le siège qui va m'autoriser l'hydraulique au niveau de la tourelle. Voilà, donc c'est validation du poste de travail entre le poste haut et le poste bas, c'est-à-dire entre la commande ici et les commandes de patte à l'arrière de la machine. Donc si l'opérateur est assis là, je n'ai pas de commande au niveau des pattes, et inversement. Le fameux correcteur de dévers, on actionne donc, c'est tout simplement l'inclinaison du châssis qui permet donc d'incliner la machine quand les roues reposent au sol. Donc c'est un correcteur qui fonctionne dans les deux sens, à droite comme à gauche. Voilà, plus la commande de voie variable. Donc au niveau du correcteur de dévers, on a une possibilité de le verrouiller. Donc c'est cet axe ici qui me verrouille ce correcteur que je vais utiliser lorsque la machine est arrimée sur la remorque. Donc dès que je positionne la machine sur le plateau de la remorque, à partir du moment où je vais mettre les tendeurs, je vais verrouiller mon correcteur de dévers de manière à rigidifier tout le châssis. Donc c'est ici, je déverrouille mon axe, s'il ne clipse pas, j'ai tout simplement besoin d'actionner le correcteur. Il y a un système de ressort à l'avant qui va le pousser dans le logement dès qu'il est en face. Donc la prochaine étape, donc une fois que la machine est stabilisée, c'est de libérer le godet. Donc l'intérêt de la chaîne, c'est de profiter d'avoir le poids du godet qui fait en l'occurrence 210 kg, de l'avoir au plus proche du sol, au plus proche de la machine, au plus proche du centre de gravité. C'est d'éviter de rouler avec un godet comme ça qui est pendu en l'air.
Donc je le libère pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir creuser. Donc là, il y a une petite manœuvre qu'on va pratiquer, c'est de relever le godet en évitant qu'il rippe au sol. C'est-à-dire que là, c'est une première mise en main au niveau de la machine, c'est-à-dire qu'on estime si l'opérateur maîtrise ce mouvement, il va savoir maîtriser le creusement, maîtriser par ailleurs le travail. Donc pour ce mouvement-là, on va se mettre ici au niveau de la cabine. On va utiliser deux mouvements qui correspondent à la commande du vérin de flèche et à la commande du vérin de balancier. Donc les deux bras, premier bras et deuxième bras. Donc on va avoir un point d'appui fixe au sol et faire une cassure flèche balancier. Donc les deux mouvements, flèche et le balancier ici. Donc on va tirer les deux manettes vers nous et l'une proportionnellement à l'autre pour éviter effectivement le ripage. Donc validité du poste de travail, dès que je suis à l'intérieur de la machine, donc la cellule détecte que je suis là, elle va me valider l'hydraulique au niveau du poste haut. Voilà, donc j'actionne les deux commandes en même temps. Si je vais en actionner qu'une seule, voilà ce qui se passe. Donc les deux vers moi et l'une proportionnellement à l'autre. À partir du moment où j'ai mon godet à la verticale, je vais pouvoir le lever pour éviter le ballon. Alors, on va vous montrer l'inverse. Donc effectivement, si je viens décoller mon godet sans qu'il soit complètement à la verticale, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai un ballon qui s'engage. Donc pour peu que j'ai une selle devant, bon, la selle ne va pas forcément aimer les 210 kg du godet. L'exercice inverse, donc en fin de journée, je veux replier ma machine, j'ai terminé mon chantier, on fait l'inverse, donc on va piquer le godet au sol. Toujours pareil, flèche balancier. On va actionner donc ces deux commandes à l'inverse, on va les pousser vers l'extérieur pour coucher le godet, donc pour pouvoir remettre ma chaîne. Première chose, je mets en pression mon godet au sol avec mon vérin de flèche et j'engage ma rotation donc avec mon balancier en évitant toujours le ripage. Voilà, je couche suffisamment le godet pour avoir la longueur de chaîne. Donc au niveau de la tourelle, 360 degrés en continu. Alors le réflexe pour l'opérateur, toujours dans le coin de l'œil, avoir effectivement une patte, savoir comment il s'oriente, hein, jusqu'à quel moment effectivement il va s'arrêter. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Là j'ai deux pattes qui sont relativement ouvertes, j'ai évité de me positionner là. Voilà, au niveau des distances. Donc 4,50 m à partir du pied de vérin de flèche. Donc ici, jusqu'au bout du télescope, 4,50 m. Orientation du godet par le biais du rotor, qui est un rotor freiné, qui lui ne va pas tourner à 360 degrés. C'est que 210 degrés. Donc si j'arrive pas au réglage d'un côté, je vais tout simplement tourner de l'autre côté pour avoir le réglage final.
Ensuite, le principe pour le creusement, donc c'est d'appuyer votre godet au sol, de le mettre en pression par le biais du vérin de flèche. C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, le repliage pour mettre la chaîne. Commande du vérin de flèche ici, je cherche mon point de pression. Une fois que je l'ai, je le maintiens. Le but, c'est pas de mettre trop en pression, la machine va se cabrer. On a un vérin qui est un vérin double effet qui va être capable effectivement de relever la machine. Donc, le but, c'est pas de décoller les deux pattes avant du sol, c'est d'appliquer uniquement le godet en pression et à partir de ce moment-là, donc de fermer le godet pour le remplir de terre. La première couche étant tassée, je ne vais pas forcément arriver à remplir mon godet au premier coup de mâchoire. Donc là, on va faire en une fois, deux fois, aérer le terrain et là reprendre un réel godet. Donc le but, c'est de faire une rotation avec des godets qui soient remplis. Voilà, donc la méthode également en creusement, là on est sur une benne de terrassement. La méthode, c'est de travailler en puits. On ne va pas travailler en couche ou en tranchée comme on va le faire avec une mini-pelle. On va faire un puits à la tête. On a un godet qui fait 75 cm de large. Donc si ça ne suffit pas, bon 75 c'est pareil, ce n'est pas des mesures qui sont faites aléatoirement. C'est la largeur effectivement d'une fosse. Si c'est pour un caveau, on va le décaler, on va faire un puits à gauche, un puits à droite, mais à la largeur finale dès le début. Et au fur et à mesure, on descend. Ce puits me permet de maintenir ma benne à la verticale. Pour éviter de faire des fosses en V, d'arriver en bas et de ne pas avoir la largeur nécessaire. Donc c'est bien appliquer cette méthode, donc un puits à la tête, un puits au pied. On termine par le puits central qui en plus là, a le mérite de maintenir l'éparement pour éviter que ça s'éboule. Quand c'est du caveau, ça peut être intéressant. Et au dernier moment, effectivement, je pose donc mes cuves. Voilà. Une fois que le creusement est fait, donc c'est d'enlever le godet pour mettre le crochet de manutention. Donc là, il y a une méthode à l'opérateur de ne pas oublier d'enlever donc sa pression. Voilà, vous montrez. Donc avant d'enlever mon godet, de débrancher les deux coupleurs, on coupe son moteur, on enlève la pression au niveau du godet. Donc commande ouverture-fermeture des godets. Voilà, donc le bruit qu'on vient d'entendre, c'est tout simplement la pression donc, qui s'est évacuée. Donc les coupleurs, on est sur des coupleurs anti-pollution face plane. Donc il y a une collerette avec une petite gorge ici. Le tout, c'est de mettre l'habit en face de la gorge. On pousse vers le bas et on désaccouple. Voilà, donc coupleur anti-pollution, face plane, c'est pas des coupleurs à billes, il n'y a rien qui tombe dedans. Le petit réflexe, c'est d'éviter effectivement que ce coupleur vienne ramasser la terre là, qui va plus se coller sur les coques. On vient le croiser au niveau de l'anneau là, qui permet de mettre la chaîne. Voilà, ils ne sont pas au contact de la terre. On enlève l'axe. Voilà, et donc crochet de manutention, vous passez d'un engin de terrassement à un engin de levage en 30 secondes. Donc capacité au niveau du levage, donc en force d'arrachement, on est à 1 tonne à 2 mètres. À 2 mètres de distance, j'arrache 1 tonne. 4,50 m, 750 kg. Aujourd'hui, sur le modèle 2552, on est équipé d'une rallonge manuelle en plus de la rallonge hydraulique. C'est ce qu'on va regarder. Voilà, donc on va chercher à 5,50 m avec la rallonge manuelle. Par contre, on bénéficie plus du rotor au bout de la rallonge manuelle. Il n'y a qu'un réglage. Et là, à 5,50 m, donc on est en capacité à 450 kg en arrachement. On reprécise aussi une chose, donc validité du poste de travail, tant que je ne suis pas assis dans la cabine, tant que la cellule ne détecte pas que l'opérateur est sur le siège, j'ai beau actionner les commandes, rien ne se passe. Clapet de sécurité au niveau de la machine, donc pareil, j'ai beau avoir un bras en l'air, une charge en l'air, j'ai beau
actionner ma commande de vérin de flèche, rien ne se passe. Hein, tant que j'ai pas l'hydraulique. Tant que le moteur ne tourne pas et que la cellule détecte que l'opérateur est assis sur le siège, j'ai pas de mouvement. Voilà, donc pour résumer, donc première étape, tout ce qui est translation. Deuxième étape, la stabilité de la machine. Ensuite, le creusement. Là, la dernière étape, c'est le levage. Donc là, il y a une méthode au niveau du levage. Donc comme dit, on a des grandes capacités de levage avec cette machine. Cette pelle qui fait 1,8 tonne à vide est capable de lever 1,2 tonne. Donc c'est colossal, elle lève 2/3 de son poids. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. D'où l'importance d'avoir le point d'appui au sol. Donc par rapport à ce point d'appui, on va lever une charge. On va ramener le centre de gravité au plus proche. Donc on ramène effectivement le poids vers la machine. On va faire la rotation. Donc pour quitter un point d'appui, on récupère un deuxième, voire un troisième. Et à partir de ce moment-là, donc de rebaisser la charge. Alors, étant donné qu'en marbrerie, c'est des éléments qui sont relativement volumineux, donc éléments de caveau ou tombale, pour ramener au centre de gravité, on va avoir tendance à lever la charge relativement haute. Étant donné que c'est volumineux, je ne peux pas la rapprocher vers le centre de gravité à ras le sol. Déjà, on va avoir des monuments, on va avoir les pattes effectivement à passer, donc on va plutôt lever la charge très très haut. Donc le fait de la lever, comme vous venez de le constater, je ramène donc le poids vers le centre de gravité. Donc c'est impressionnant parce que c'est haut, mais c'est comme ça que je le ramène donc vers le centre de gravité. Et là on fait notre rotation. Il n'y a pas ça en cimetière. Alors, à savoir aussi une chose importante, lorsque vous voulez arracher une charge lourde, c'est pas le vérin de flèche, le premier bras qui a le plus de capacité, c'est le deuxième. Donc le vérin de balancier en l'occurrence. Donc on a un balancier qui est en effet de levier, c'est lui qui a le plus de force. Donc même si ma charge est éloignée, je ne vais pas avoir tendance à baisser ma flèche pour aller chercher effectivement gagner en distance. Comme j'aurais tendance à le faire de cette manière-là, on va plutôt rentrer la flèche un maximum et compenser cette perte de distance avec la sortie du télescope. Donc on accroche notre charge, on l'arrache avec notre balancier qui a donc lui le maximum de force. On ramène la charge vers le centre de gravité et là on va faire notre rotation en vérifiant effectivement dans le coin de l'œil récupérer le deuxième point d'appui, le troisième s'il y a besoin et ainsi de suite. Donc même principe, lorsque je veux éloigner la charge, je vais éviter de sortir la flèche en premier lieu. On va essayer donc de travailler avec le télescope pour commencer.
S'il y a besoin d'éloigner encore davantage, donc flèche balancier, plus je m'éloigne de la pelle et plus je ramène la charge à ras le sol. Voilà, donc une fois que le levage est terminé, donc on enlève le crochet de manutention pour enquiller le godet. Embuté au niveau de la prise rapide, j'ai pas besoin de chercher le positionnement pour l'axe, c'est embuté. Donc le réflexe, c'est toujours de vérifier qu'on n'a pas de pression au niveau de la prise rapide, au niveau des coupleurs. On remet son axe. On rebranche donc les deux flexibles. Vérifie quand même qu'il n'y ait pas de saleté sur les coupleurs. Voilà, et juste un petit coup au niveau de la collerette, que la gorge soit plus en face de l'habit. Si par inadvertance je viens accrocher quoi que ce soit, voilà, il ne va pas se désaccoupler. Voilà, et là on est repassé sur un engin de terrassement. Donc la prochaine étape, l'entretien. Donc à la charge effectivement de l'opérateur d'entretenir sa machine. Donc on s'entende bien, c'est pas d'aller faire de la grosse mécanique, hein, c'est essentiellement donc de graisser sa machine. On va demander un graissage après chaque utilisation pour le godet. Après chaque utilisation uniquement pour le godet. Donc graisser son godet. Le but de graisser son godet, c'est tout simplement d'évacuer la terre avant que celle-ci sèche à l'intérieur des axes des bagues. Cette terre, le sable qu'il va y avoir va être abrasif pour les bagues. Donc l'apport de graisse fait évacuer effectivement cette terre. C'est pour ça qu'on le demande de le faire après chaque utilisation et pas avant. Donc au niveau du godet, il y a 8 graisseurs. On va surtout demander de faire les 8 qui sont au contact de la terre. Donc on en a 4 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc c'est un coup, 2 coups de pompe à graisse. Terminé. Donc dès le début, effectivement, de prendre l'habitude de... Alors ceux-là ne sont pas au contact de la terre. Voilà, bon, il peut le faire à chaque fois, mais bon, si c'est moins important. Ensuite, à l'opérateur donc de graisser sa machine, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Si elle travaille tous les jours dans la semaine, c'est de le faire une fois par semaine. Si ce n'est pas forcément 7-8 heures dans la journée, pendant la semaine, c'est de faire tous les 15 jours, c'est de trouver une rotation. Donc pour ça, vous avez 40 graisseurs sur la machine. Donc, comme on l'a dit, il y en a déjà 10 sur le godet. Machine neuve, ils sont repérés d'un coup de peinture rouge. Donc ici, il y en a un sur la tête du rotor. Et ensuite, c'est simple, à chaque articulation, il va y en avoir un. Donc ici, à l'exception de la tige là au niveau du télescope. Donc lui, il n'en a pas. Est-ce qu'il faut en mettre ou pas, non? Non, non. Ici, chaque articulation, donc là, ici, ici, là derrière. Les deux plus importants qui sont pied de flèche, pied de vérin de flèche. Donc ici, pourquoi très important, c'est eux qui ont tout le poids. Toute la charge effectivement repose sur ce vérin, donc ici, d'où l'importance que cet axe soit bien graissé. Pied de flèche ici, là vous avez un graisseur qui est déporté. Donc là c'est
petite amélioration qu'on a fait par rapport aux anciens modèles, où il fallait chercher le graisseur vraiment au niveau de l'axe. Donc accessibilité, c'est un petit peu délicat. Donc là, vous avez un graisseur déporté aujourd'hui. Au niveau des pattes, il y en a 3. 1, 2. Celui qu'on a tendance à oublier, il faut se baisser, il est là, en dessous. Un de chaque côté de la tourelle. Donc côté opposé au niveau de la tourelle. Un au niveau du pivot, là, sur le timon. Et les 6 derniers qui sont sur le châssis avant pour le correcteur. Donc les graisseurs au niveau du correcteur de dévers. Donc on en a 6 sur la partie avant du châssis. Donc un ici vers un correcteur. Pareil de l'autre côté. Juste là. Au niveau de l'axe de pivot. Un de chaque côté de la platine, qui est là derrière. Et le dernier ici au niveau de l'axe de verrouillage. Ensuite, au niveau de la voie variable, donc en montage usine, ils vont mettre de la graisse. Donc nous, le conseil, c'est d'éviter de mettre de la graisse parce que là, on peut être en contact de la terre quand on va replier notre godet ou quand on fait un creusement. Voilà, il y a de la terre qui va tomber ici sur la voie variable. Donc ça va faire une pâte. Donc si vous voulez lubrifier effectivement cette partie, c'est de mettre de l'huile de vidange, un peu de gasoil, mais pas de graisse. Donc au niveau du trousseau de clés, donc vous allez avoir les doubles clés de contact, double du bouchon de réservoir gasoil, donc il se ferme à clé, qui se trouve côté moteur. Et ici une petite clé triangle qui nous permet d'accéder rapidement donc au local batterie. Donc si l'opérateur a un souci le matin effectivement pour démarrer, c'est d'aller vérifier effectivement l'écosse de la batterie qui se trouve juste là derrière. Ça nous permet de visualiser, vous avez un chauffage sur cette machine. L'interrupteur de chauffage se trouvant juste là. Et à côté, l'interrupteur d'éclairage. Donc dans cette partie également, la pompe à gasoil. Hein, ça c'est pour une intervention voilà, légère. On peut demander effectivement à l'opérateur d'aller vérifier ce genre de choses. Pour ça qu'il y a un accès rapide, il n'y a pas forcément besoin d'outillage, de clé, de quoi que ce soit. Hein, la seule clé, c'est cette clé triangle donc, qui trouve sur le trousseau. Donc quand on parle d'entretien lié à l'opérateur, c'est d'aller souffler le filtre à air qui se trouve ici aussi. Donc là c'est une intervention qu'il va faire au dépôt. Là il va falloir un compresseur, une petite soufflette hein, pour aller. Donc il sort la cartouche, il la souffle. Ce qu'on trouve également ici, c'est le filtre à gasoil. Il faut savoir qu'il y a un pré-filtre à gasoil qui se trouve sous le siège. Donc s'il y a un souci un jour d'arrivée de gasoil, c'est pas forcément de changer celui-ci, c'est d'aller vérifier celui qui se trouve sous le siège. À l'opérateur également d'aller vérifier son niveau d'huile moteur. Donc pour ça, on lève le petit couvercle qui est là. On va tirer la jauge qui se trouve là. De vérifier également le niveau de liquide de refroidissement dans la petite bonbonne qui est là. Donc il se verrouille également avec la même clé triangle. À l'opérateur également de vérifier son niveau de liquide hydraulique. Donc on a un niveau mini, un niveau maxi. Savoir que pareil, ce niveau il va baisser si on a une rupture d'un flexible hydraulique. On va avoir de l'huile qui va se répandre par terre. Donc c'est pas un niveau que j'ai besoin de vérifier tous les 4 matins non plus, quoi. Importance au niveau de l'huile hydraulique, c'est de l'huile bio. Donc si vous faites un complément d'huile, mettez surtout de la bio dedans. Pour mieux rien mettre si c'est pas de la bio. On a un volume de 40 litres dans le réservoir. Donc s'il manque un demi-litre, 1 litre, c'est pas bien grave. Mais mettez surtout de la bio.
importance également, ce niveau se contrôle machine repliée. Là, ce n'est pas le cas. C'est quand les pattes sont repliées que le godet est reposé au sol. Donc théoriquement, ça se contrôle sur une machine. Normalement, ça se contrôle tout vérin à rentrer. Boki, on n'arrive pas à un instant T à rentrer tous les vérins en même temps. Voilà. Donc en règle générale, on va contrôler, enfin c'est pas en règle générale, on contrôle le niveau, position remorque. Quand les pattes sont relevées, le godet posé au sol. Là, j'ai un certain nombre de vérins qui sont sortis. Donc voilà. Donc les vérins, les tiges sont sortis, donc il y a de l'huile qui a poussé effectivement ces tiges. J'ai un volume d'huile qui est sorti donc du réservoir pour entrer dans les vérins. Voilà. Donc bouchon de remplissage, réservoir gasoil. Le réservoir gasoil se trouve là dans le châssis, pour une question de centre de gravité. C'est d'avoir ce poids le plus bas possible. Au niveau des pressions des pneus, donc on est sur un pneu qui fait 2,5 bars de pression. Donc pareil, pas plus. Allez, on va replier le godet. Donc on applique le godet au sol, on cherche le point de pression, on le maintient. Une fois que je l'ai, je ne bouge plus et j'engage la rotation avec mon balancier. Donc le positionnement du godet pour aller en translation, donc toujours cette idée de ramener le poids du godet, donc les 210 kg en l'occurrence, au plus proche de la machine, au plus bas du sol. Pas trop bas non plus, donc grosso modo, largeur de main à la diagonale du pneu. Voilà, ça c'est le positionnement idéal. J'oublie pas de verrouiller mon axe blocage de tourelle à partir de ce moment-là, parce que là je m'apprête donc à relever les pattes pour aller en translation. Donc là il faut absolument que la tourelle soit verrouillée, donc le fameux axe qui se trouve là. Voilà. Toujours la poignée en butée sur le plancher. Et à partir de ce moment-là, donc on peut descendre de la cabine et actionner les vérins de pattes donc pour relever donc les 4 pattes. Donc toujours 2 par 2, 2 avant, 2 arrière. Ce qu'on va surtout vérifier, c'est l'aplomb du capot moteur ici, en latéral. Peu importe comme ça, mais c'est surtout de vérifier le latéral. Donc 2 avant, 2 arrière.
Donc pour baisser la machine, je baisse mon distributeur de avant et de arrière. Je vérifie l'aplomb de mon capot. Une fois que les 4 patins sont relevés du sol, là je peux relever complètement la patte. On récupère la clé. Donc on déverrouille l'excentrique. On replie la patte. J'ai une butée. Hop, en butée. Et je reverrouille l'excentrique. Donc toujours en butée. Hein. Hop. Voilà. Donc on revient sur l'axe de verrouillage de tourelle. Aujourd'hui sur le modèle 2552, donc on a une cellule qui détecte que cet axe est positionné lorsque la machine donc repose sur ses pneus. Si l'axe n'est pas positionné, j'ai un témoin sonore ici, donc qui me rappelle qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Voilà la commande de voie variable. Vous la faites sur donc du béton de l'enrobé en translation. Vous voyez, donc je rentre effectivement mon pneu avant droit en translation. On va éviter de faire ça en statique pour éviter de forcer sur le flanc du pneu, pour éviter de déjanter. Alors on va éviter de faire ça. Bon, après il me faut 20-30 cm pour pouvoir le rentrer complètement ou le sortir complètement. Donc en voie étroite, vous êtes à 83 cm au minimum. Donc j'ai rien qui dépasse du châssis. Maximum 1,10 m. Ouais. Alors vous comprenez bien qu'à 83 cm, il ne faut pas effectivement que le godet se balade, que l'axe soit verrouillé, parce qu'on a quand même une longueur de bras importante. Je viens circuler dans une allée légèrement en dévers. L'axe n'étant pas verrouillé au niveau de la tourelle, le risque c'est que
la tourelle se déporte et à un moment donné, c'est point de rupture, hein, elle bascule. Toutes les mini-pelles en ont un. D'axe de verrouillage de tourelle, c'est moins important effectivement s'il n'est pas utilisé. Là, c'est primordial. Alors le but de la manœuvre suivante, c'est de rassurer l'opérateur. Hein, l'opérateur, quand il va prendre la pelle boquille en main, mais il a une petite appréhension, effectivement, c'est de la tenue au sol de la machine. Hein, surtout quand on est à 80 cm de large. Voilà, donc c'est de vous montrer quel dévers elle est capable de tenir. Bon, on précise, on est en voie large. J'ai mon godet qui est accroché à la chaîne. Large. En voie large. Et j'ai l'axe de verrouillage de tourelle d'enclencher. Il ne serait pas enclenché, le risque c'est je me déporte. À gauche comme à droite. Alors c'est de vous montrer aussi quelques astuces aujourd'hui. De temps à autre, dans une allée de cimetière, il va falloir que je tourne à 90 degrés. Hein, très rapidement, c'est des allées étroites. Donc l'astuce, c'est tout simplement, je vais ouvrir une patte. Qui va me permettre donc de libérer là le timon, de le tourner à 90 degrés pour vraiment tourner très court. Ce qui se passe, si je me trouve en vitesse lente ici sur la tortue, je vais avoir les trois moteurs qui entraînent. Donc lui va entraîner là-bas, les deux avant vont entraîner là-bas. Donc la pelle elle va ripper. Je vais vous montrer. Regardez ce qui se passe, le pneu arrière. Vous voyez, il rippe. Donc l'astuce, elle est toute simple. Au moment où je vais tourner à 90 degrés, même si c'est une allée un petit peu accidentée, je me mets là en vitesse rapide. La vitesse rapide me libère les deux moteurs avant. Je suis sur une translation uniquement, une motorisation uniquement sur le pneu arrière. Regardez maintenant la différence. Et là, je tourne sur place. Allez, la dernière étape, donc l'arrimage sur la remorque.
Alors avant de monter sur les rampes, on va reprendre une explication précédente, c'était le positionnement du godet, la hauteur du godet. Vous allez comprendre pourquoi on positionne à cette hauteur-là. On parlait de la diagonale, largeur du main, diagonale du pneu. Pour le centre de gravité, on pourrait très bien le mettre à ras le sol. Par contre, si je le mets à ras le sol, à l'opérateur, au dernier moment, avant de monter au niveau des rampes de la remorque, se dire attention, il faut que je relève mon godet pour éviter qu'il frotte là sur les rampes. C'est pour ça que le positionnement de la benne, c'est ça. Je n'ai pas à me dire, tiens, au dernier moment, avant de monter les rampes, il faut que je relève mon godet. Donc on vérifie bien que les deux pneus avant prennent bien en face les rampes. Je vérifie d'un côté et de l'autre. On vérifie le pneu central derrière qui prenne bien la rampe du milieu. On va positionner les deux tendeurs arrière. Voilà, parfait. Ouais, on va regarder ensemble. Voilà, alors on positionne les deux tendeurs arrière. Et avant donc de serrer les quatre tendeurs, effectivement on vient à verrouiller le correcteur de dévers. Donc on va ouvrir la patte histoire de pouvoir visualiser la chose. Autrement, il n'y a pas lieu forcément effectivement de l'ouvrir pour y accéder. Donc on relève la poignée. L'axe ne clipse pas tout simplement parce que les deux logements ne sont pas face à face. Donc là on va redémarrer la machine et actionner donc le correcteur de dévers. Donc dès que les deux trous sont face à face, il y a un ressort là à l'intérieur qui vous pousse l'axe. Voilà, là il est verrouillé. Ok. Ça c'est primordial ça. Alors on le verrouille avant de serrer les tendeurs. Pourquoi? Parce que si je serre donc mes tendeurs et que l'axe n'est pas en place, si je vais régler soit à gauche soit à droite, ça va détendre d'un côté et surtendre de l'autre. Donc je suis quitte à recommencer mon serrage. Donc je le fais avant de tendre, positionner les tendeurs. Alors les tensions, la tension des tendeurs, c'est à la main. Je serre normalement, sans forcer. Si je force, je vais tout simplement écraser les pneus. Ça n'a aucun intérêt. La goupille qui me permet donc d'éviter que le tendeur se desserre pendant le roulage. Voilà, et pareil de l'autre côté. Une vers le haut, une vers le bas.
Ouais. Ouais, peu importe. Ça prend d'importance. Non, non. Voilà, donc pour l'arrimage, les 4 tendeurs. Et la dernière chose, donc on ne va pas rouler avec le godet en l'air. Donc on va le poser effectivement sur le plateau de la remorque. Donc on va redémarrer le moteur. Par contre, hein, on se souvient effectivement, la machine n'étant pas stabilisée donc, sur ses pattes, les cieux avant n'étant pas décollés du sol, on a un fameux capteur qui détecte effectivement que la machine est stabilisée pour motoriser l'hydraulique au niveau de la tourelle. Hein, vous vous souvenez? Donc on va se mettre de ce côté-ci. Donc il faut que j'actionne l'hydraulique, il va falloir que je démarre ma machine. Validité du poste de travail pour pouvoir effectivement actionner là les commandes. Par contre, la machine n'étant pas stabilisée, il faut que je change donc ce capteur d'essuie avant. Donc c'est tout à l'heure lors de la présentation, on vous a parlé d'un petit bouton qui était là. C'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là que j'en ai besoin. Qui coupe donc effectivement le capteur et qui me permet de descendre le bras. Voilà. Donc là, le but, c'est juste de poser le godet au sol, de détendre la tension de la chaîne. Terminé. Tout ce qu'il me reste à faire, donc, c'est de relever les rampes et les béquilles. De relever le timon aussi pour éviter qu'il bute sur les rampes. Donc là, positionnement haut du timon, hein, le verrouillage avec la goupille. Alors évitez de le positionner, de le verrouiller ici comme ça lorsque vous êtes en cimetière. Hein, si l'opérateur vient faire sa rotation à 360 degrés, hein, s'il oublie que le timon est en l'air, le risque c'est effectivement d'arracher le timon avec le bras de la pelle. Voilà, première rampe. Et la dernière donc est verrouillée sur la première, hein, ici. Là. Donc il y a des béquilles sur la remorque, c'est fait pour être utilisé. C'est uniquement l'axe qui vous permet de faire le réglage de la hauteur, c'est pas la vis. Hein, la vis c'est uniquement pour verrouiller, voilà, à ce moment-là. Il y avait un truc important. Non, il y avait rien de grave. Donc on vous livre avec la pelle une caisse à outils avec un petit peu d'outillage dedans, hein, qui permet aux interventions, voilà, pour le chauffeur, à changer un flexible, ce genre de choses. Alors il y a une clé importante également dans cette caisse à outils, c'est celle-ci, c'est une clé de 46 qui permet de rattraper le jeu au niveau des dentures ici. Voilà, donc dans quelques mois, il va y avoir un jeu qui va se créer, c'est normal, qui se rattrape par le biais de cette clé. Donc dès que l'opérateur effectivement se rend compte de ce jeu, c'est d'aller resserrer, de rattraper ce jeu. Donc c'est un écrou de 46, je resserre un petit peu pour éviter qu'il y ait un jeu qui se crée là au niveau des dentures. Si je ne rattrape pas ce jeu, bah, la denture, elle va se bouffer, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment, hop, plus de jeu. Voilà. Pour changer les pneus, donc il y a une roue de secours qui est livrée avec. Donc elle est sur la remorque, on ne vous livre pas le cric. Elle va se relever sur ses pattes toute seule. On vous livre donc un lot flexible d'avance.
Donc dans les caisses outils, bon, l'usine nous met une petite burette là, c'est pour lubrifier effectivement tout ce système. Là, j'ai pas de graisseur. En montage d'une usine, c'est monté à la graisse, mais là, ensuite pour en remettre dedans. Donc soit une bombe de W40, hein, ce qu'on connaît tous, soit un petit peu d'huile là-dedans, et par gravité, donc on va faire couler de l'huile qui va lubrifier donc, le système à l'intérieur. L'important surtout, c'est lui, hein, le godet après chaque utilisation. Ça, il faut vraiment que ça soit une habitude, que l'opérateur, ça soit systématique, ça fait partie de ses tâches. Hein. La pompe à graisse, vous avez une cartouche de graisse qui est livrée avec. Autre chose, donc on vous livre également une paire de griffes qui se clipsent là. C'est pour ça que les patins sont percés, hein. Crac. Bien stabiliser. Voilà. Si vous êtes par exemple dans un hiver, dans de l'herbe, vous mettez aux deux pattes qui sont vers le bas, comme ça prend dans le sol. Un terrain en pente, hein, pour éviter que la machine elle rippe. Hein, par son propre poids, soit sur de l'herbe effectivement qui est eu un petit peu humide, elle aura tendance à ripper. Pour un opérateur qui débute également, quand il creuse, en creusement, dans du terrain dur, le fait de ne pas jauger correctement la pression de son godet au sol va un petit peu se cabrer. Le risque effectivement, c'est qu'elle rippe vers l'arrière. Donc là, vous allez positionner les deux griffes à l'arrière. Alors on est d'accord, c'est sur un terrain, quand on n'a pas de l'enrobé ou du béton, hein, c'est sûr que toutes les explications qu'on a données là ce matin, tout est là-dedans. Document important, donc ça c'est la pièce d'identité de l'appel, certificat de conformité avec son numéro de série. Le contrôle levage, donc il a été passé là, la semaine dernière. Le macaron est collé dans la cabine, donc c'est un engin de levage, c'est un contrôle à faire donc tous les 6 mois. Tout ce qui est pièces moteur, bon, c'est bon. Le contrôle de vache, ça se fait où? L'APAV, Bureau Veritas, et puis après vous avez des indépendants. Voilà. Donc nous on a 2 personnes habilitées dans le groupe qui le font donc au départ du matériel. Quoi. Voilà. Documents, pièces détachées. Donc le jour où il y a besoin effectivement de commander une pièce. Donc là c'est d'aller récupérer effectivement, je sais pas, c'est par exemple un raccord et un suicier. Prenez le positionnement 17, on se reporte effectivement ici là, le numéro 17, vous allez avoir la référence en face, 224, la désignation en allemand, en anglais et en français. Voilà, donc c'est toujours plus intéressant quand vous appelez le magasin chez nous de lui donner la référence, bon, hein, plutôt que de donner une explication où ça va être aléatoire. Voilà. Donc tout y est. Hein. Ok. Voilà. Donc de toute façon, le matériel est garanti 1 an, pièce, manœuvre, déplacement. On va vous relaisser un autre document au niveau des entretiens, donc les vidanges. Première vidange, 50 heures. Ensuite, toutes les 150 heures. Des petites précisions, le châssis n'est pas maîtrisé, tout ça. Ok. Alors quand on parle du châssis, c'est également les pattes, vérins de pattes, le bras, les vérins du bras, le godet, 5 ans, pièce, manœuvre, déplacement. Le mec, il n'arrive jamais à rien, c'est pour ça qu'il donne Ça c'est l'aide-mémoire donc pour l'opérateur, donc l'utilisateur de l'appel. Il ne va pas forcément avoir le bouquin sur lui ou se le rappeler régulièrement. Là, l'avantage, c'est qu'il a l'autocollant là, de visu hein, lorsqu'il est en station. Donc tout est expliqué, là, ce que je viens de vous dire, donc le graissage, la benne, tous les jours. Les vidanges, donc 50 heures la première, et ensuite toutes les 150. Dans le cadre de la garantie, on ne va pas forcément vous demander à ce que ce soit nous qui intervenons. Le fait de commercialiser le produit à travers la France entière, il y a un problème de coût de déplacement, parce que là c'est à votre charge, effectivement, les entretiens. Donc on ne va pas facturer 800 € de déplacement pour faire une simple vidange. Donc là c'est un prestataire local. Je sais pas, il y a un garagiste en face, ils sont aptes de faire la vidange sur la machine, c'est un Kubota 4 cylindres, rien de plus courant, quoi. C'est pas pour ça que la garantie elle va sauter. Hein, qu'on soit bien d'accord. Par contre, toutes les milleurs, quand vous faites les vidanges hydrauliques, c'est bien de faire prise de pression, réglage des pompes. Et là, c'est bien de faire appel à l'un de nos techniciens. Et lui, il organise régulièrement des tournées. Ben, cette semaine, il était sur Saint-Quentin. Donc ça coûtait. Hein. Donc les tournées sont déclenchées tout simplement. Il y a un client qui appelle, il dit voilà, il faut intervenir, il y a une casse, il y a quelque chose. Ou dans le cas d'une prestation en garantie, où là c'est l'usine qui prend en charge les coûts de déplacement. Donc là,
on va appeler les clients équipés aux alentours. Donc là, on va leur proposer effectivement notre venue pour faire l'entretien. Quitte à ce que la décaler un petit peu. Vous allez me dire, bah, la vidange, elle est que à faire dans 20 heures ou 30 heures. On la décale un petit peu. Il n'y a pas de frais de déplacement, de coûts de déplacement. Par contre, l'avantage, c'est que au lieu que ce soit le garage là, du coin là, qui la fasse une fois sur deux, vous avez quand même un technicien spécialisé sur le produit qui vient une fois sur 3, une fois sur 4 points. Voilà. Et là, en plus de la vidange, il va avoir un œil général sur la machine. Vous voyez, là tout à l'heure, on parlait du resserrage d'écrantage. Ça, c'est à l'opérateur de le faire, mais il y a d'autres réglages, effectivement. Donc, ils ont une checklist, effectivement, nos techniciens qui interviennent et ils vont vérifier tous ces points. Allez, le réglage du timon. En fonction du véhicule qui va être devant, il va falloir régler la hauteur de l'anneau. Donc on desserre la vis, il n'y a qu'un point de réglage. Vous mettez à hauteur, desserrez, en plus il reste en position, il n'y a pas besoin d'être à deux opérateurs, donc un qui maintient la hauteur et l'autre qui serre. On peut le laisser relever un peu comme ça. Et on resserre, on met la goupille. Donc serrage à la main, pas à la massette, juste à la main. L'anneau, c'est tout simplement si je suis complètement desserré que la vis ne sorte pas. Ouais. Donc là, on serre avec les dentures sont bien. Voilà. Donc on serre à la main, c'est tout. On trouve effectivement le trou là qui sont en face. Et on clipse la goupille. Hop, voilà. Point de graissage également, il y en a 6. Donc c'est les petits bouchons rouges qui sont là. Là on enlève les petits bouchons, on graisse. Pareil ici, là et là en bas. Là, donc il y en a 6. Et là le dernier là sur la. Donc le dernier il est là. Pression des pneus 4 bar et demi sur la remorque. Je rappelle donc 2 bar 5 sur la pelle. De toute façon on vous l'indique, les 4 bar et demi, un petit autocollant là, 4 et demi. Le témoin rouge, là, quand elle est bien clipsée, il y a un témoin vert qui ressort. Donc lui, le témoin rouge va ressortir et en dessous, il y a un témoin vert. Donc c'est que là, elle est verrouillée. Donc on est sur les nouvelles prises également. Donc en fonction du véhicule que vous allez avoir devant, il faudra peut-être l'adapteur, si c'est encore les 7 plots. Câble de rupture. Donc ça c'est pareil, c'est important. Si vous venez un jour effectivement à le casser, il faudra le changer. Si vous faites arrêter par la gendarmerie, il faut que lui soit là. Donc le frein, n'oubliez pas de déverrouiller le frein avant de partir. On va reparler aussi du godet. Donc la seule explication que je vous avais donnée jusqu'alors, c'était la largeur. Donc 75 cm de large ici. En ouverture dedans, comme ça, on est à 83 cm de large. Ce godet est équipé d'un double éjecteur de glaise. Donc le premier, c'est celui-ci. À chaque ouverture, fermeture de godet, donc ça vient racler la coque, de manière à ce que rien ne reste collé à l'intérieur. Et pourquoi double? Là, il y a un hexagone à l'intérieur. Quand les coques se relèvent, ça vous pousse la motte vers l'extérieur. Cet éjecteur est monté d'une certaine manière, que ce soit un montage facile. Donc il n'y a pas besoin d'outillage de clé. Il y a 2 goupilles, 2 axes. Quand l'opérateur est en contact de galets, de caillasses rondes, pour éviter que cette caillasse vienne s'intercaler entre l'éjecteur et la coque, d'abîmer effectivement votre godet, à l'opérateur d'enlever son éjecteur de glaise. Donc c'est cette partie-là, c'est celui-ci. Et les goupilles, elles se situent là, ici à l'intérieur. Donc l'axe et la goupille qui est protégée à l'intérieur, dans le logement. On enlève la goupille, puis on sort l'axe. Dernière chose, un dernier détail, roulez pas le pare-brise relevé pour la prise en banc. Donc vous rabattez votre pare-brise une fois que la machine est sur la remorque. Et vous pensez enlever les clés. Vous récupérez bien le trousseau de clés. Voilà. Et moi, un dernier conseil, que ça soit pendant le travail, une fois que vous avez stabilisé votre pelle, avant de monter dans la cabine, validez toujours l'étape précédente, avant de franchir la suivante. Pareil au niveau de la remorque, je viens de faire l'arrimage, avant de monter effectivement dans la camionnette, partir avec mon attelage, je fais le tour de mon arrimage. Pour peu que j'ai arrimé ma pelle à 2 personnes, il y en a un qui gère d'un côté et l'autre de l'autre, je ne suis pas sûr effectivement qu'il n'ait pas mis et oublié de mettre ses 2 denteurs d'un côté.
Donc c'est un simple coup d'œil, je vérifie que les 4 tendeurs soient bien à poste, que les béquilles relevées, et là on y va. Donc on valide toujours l'étape précédente, ça prend 5 secondes, mais on est tranquille. Voilà. Le bouton d'arrêt d'urgence. Le bouton d'arrêt d'urgence, ouais. Allez, ouais, avant de vous rendre les clés, tout à fait. Le classique, si jamais tu n'as pas assez dessus, vous ne le savez pas, vous démarrez, ça ne marche pas. Donc l'arrêt d'urgence me coupe le moteur. Ce qui peut se produire, c'est qu'entre midi et 2, vous laissez votre machine. Il y a un petit rigolo qui s'est amusé à appuyer sur l'arrêt d'urgence. Vous revenez en début d'après-midi. Vous souhaitez redémarrer. Donc le moteur lance, mais il ne démarre pas. Donc le premier réflexe effectivement à avoir, c'est d'aller vérifier l'arrêt d'urgence. Voilà. Ah, donc je ressors mon arrêt d'urgence. Non, mais c'est une chose qui se fait d'arriver totalement.